On a vu ce matin comment le changement climatique devait se gérer un peu différemment en termes de risques. On a aussi éclairé tout ça par la parole des scientifiques. On va continuer cet après-midi sur l'adaptation. Et en termes d'adaptation, on va essayer de voir aussi que le changement climatique permet de saisir des opportunités. Et la table ronde qui vient s'appellera « Quand l'adaptation devient synonyme d'innovation politique, sociale et économique ». Il ne faut pas que j'oublie de vous dire en introduction de cette table ronde que tout le travail de François en termes de facilitation graphique va devenir un travail collaboratif pour cet après-midi. Il sera dans l'entrée, vous aurez un grand panneau sur lequel vous pourrez prendre des photos, écrire des messages, et l'objectif est que vous créiez une espèce de fresque graphique de ce que cette COP et ce sommet vous évoquent. Donc n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à collaborer, et François sera là pour vous expliquer un peu quel est l'objet de cette fresque collaborative. Je n'aurais pas oublié de le dire. Je vais donc inviter sur scène Madame la Préfète, Monsieur le Maire, Romain Millet et Vincent Nérinck. Et Anne-Cécile Turner, pardon. Anne-Cécile, pardon. Oui, tu es là. Vincent, il arrive, mais il prend ses notes. Il prend l'ordinateur, il a plein de chiffres clés très impressionnants. C'est au cas où. Pour inaugurer cette table ronde, on a le haut-commissaire à la stratégie et au plan qui a décidé de nous délivrer un message et de nous expliquer ce qu'on allait faire. Clément Beaune. Monsieur le maire, cher Éric Fournier, Madame, Monsieur les parlementaires, Madame, Monsieur les élus, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre invitation à cette deuxième édition du Sommet pour une montagne durable organisée avec la COP de la Haute-Savoie. Même à distance, et je suis désolé de ne pas être parmi vous, je tenais à vous adresser un message de soutien et à souligner combien votre mobilisation est à la fois utile, précieuse et nécessaire. Le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan a pour mission d'éclairer nos choix collectifs de long terme. Cela suppose de regarder lucidement les trajectoires à engager, mais aussi de s'appuyer sur ceux qui agissent, qui expérimentent, qui transforment partout sur le terrain. Aujourd'hui, vous réunissez l'ensemble des acteurs de votre vallée et au-delà, élus, services de l'État, scientifiques, associations, citoyens. Ce moment de travail collectif a une vertu essentielle, mieux comprendre les mutations en cours pour mieux y répondre. Porter une stratégie d'adaptation et d'atténuation ambitieuse, protéger nos écosystèmes comme nos concitoyens, rendre nos territoires vivables et désirables dans la durée. Le constat, chacun le connaît, le dérèglement climatique est là. Et dans les Alpes, les températures augmentent 2 fois plus vite que la moyenne. En Haute-Savoie, les projections annoncent plus 3,3 degrés d'ici 2050 jusqu'à plus 4,9 degrés en 2100. Cela concerne la biodiversité, les risques naturels, l'eau, mais aussi l'habitabilité même de nos vallées, la soutenabilité de nos modèles économiques. Chamonix est en première ligne. Mais vous n'êtes pas seulement en alerte, vous êtes en action. Votre territoire montre qu'il est possible de prendre le tournant écologique sans renoncer à l'attractivité, à l'activité, à la justice sociale. Cette transition ne peut pas se penser uniquement depuis Paris. Elle ne peut réussir que si elle s'appuie sur vous, sur les élus, les agents, les scientifiques, les citoyens engagés, comme vous l'êtes tous ici. Car c'est au plus près sur le terrain que l'on sait ce qui fonctionne, ce qui bloque, ce qu'il faut ajuster. Une stratégie énergétique, par exemple, n'a de sens que si elle est applicable, stable, durable et lisible. Le développement du photovoltaïque ou de la méthanisation ne pourra se faire qu'à condition de disposer de règles claires, adaptées aux réalités locales, pensées comme des leviers plutôt que comme des freins. Le défi est aussi social, j'y insiste. Une partie de la population ne se sent pas concernée par la transition, par manque d'informations parfois, mais aussi par manque d'alternatives, souvent. Ce qui vaut pour les individus vaut pour les territoires. On demande des efforts sans toujours donner les moyens de le faire. Notre responsabilité est donc de donner et de proposer une transition crédible, juste, accessible, qui embarque tout le monde. Cela suppose des outils, bien sûr, mais aussi une culture commune, un récit partagé, une capacité à sensibiliser, former, mobiliser et agir. Le Haut-Commissariat y prendra toute sa part. Nous avons récemment publié des travaux sur la mutualisation des risques climatiques pour mieux préparer les territoires aux chocs climatiques futurs. Et tout au long de l'année qui vient, nous publierons une série de travaux qui traiteront de la résilience des territoires, de la transformation des modes de vie, des conditions concrètes d'une transition plus juste.
Nous continuerons à travailler avec les élus, les territoires pour faire remonter ces blocages, partager des solutions qui marchent et porter des propositions solides dans le débat national. C'est dans cet esprit que je sais Éric Fournier engagé pour contribuer, nous éclairer ici au plan pour documenter ces enjeux de la stratégie écologique en territoire de montagne. Merci, cher Éric, de cet engagement. Je vous souhaite à tous et toutes d'excellents travaux. Merci beaucoup. Voilà, il va falloir nourrir la réflexion du plan, monsieur le maire. Madame la préfète, en termes de transition, on le voit, il y a souvent un sentiment de contrainte, mais c'est aussi, par plein d'aspects, une capacité à innover d'un point de vue politique, social, économique. Quelle est votre vision sur ce point ? C'est une question très difficile. Elle est un peu dure pour commencer, je l'ai faite large, vous pouvez choisir l'angle. Je vous remercie, monsieur. C'est effectivement une question ambitieuse, en fait. C'est de savoir comment on arrive à mettre tout le monde à bord de la nécessaire transition écologique. J'ai envie de dire, on peut commencer par faire des COP comme celle d'aujourd'hui et en déclinant au plus près de nos territoires la planification écologique que nous attendons tous. Je crois, j'espère que ce n'est pas qu'un vœu pieux, qu'aujourd'hui, la conviction qu'une transition est nécessaire est en réalité compris par tous. Il doit rester quelques climato-sceptiques, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire qu'il faut continuer à faire la pédagogie de la nécessité du changement climatique. Mais je crois que le sens de notre COP aujourd'hui, et là où les populations nous attendent, ce sont sur des réponses concrètes, efficaces, au plus près des territoires. Le temps est à l'action, en fait, et c'est là où nous sommes attendus. Et donc, c'est en effet complexe, parce que, en partant du principe que les gens sont de bonne volonté, que ce soit bien sûr au gouvernement, parmi les parlementaires, parmi les élus nationaux, les élus locaux, l'ensemble du milieu associatif. Maintenant, il faut réussir à proposer des choses qui soient suffisamment efficaces, à la hauteur de l'enjeu, mais que les personnes arrivent à comprendre pour y adhérer. Et donc, ma conviction, c'est que, c'est par la pédagogie qu'on arrivera effectivement à porter ces politiques ambitieuses. 2, que c'est l'écoute. Notre intervenante de ce matin parlait de bienveillance. Je pense qu'en effet, c'est important, parce que c'est en s'écoutant aussi les uns les autres qu'on arrivera à changer certains de nos a priori d'abord. On tire toujours de l'intérêt à écouter les convictions des uns et des autres. Et puis qu'on arrivera ensuite à se mettre autour de la table, déjà dans des COP comme ça, mais dans d'autres instances dédiées, pour construire des politiques suffisamment crédibles auxquelles on adhère, pour emmener avec nous toute une population qui attend des solutions. Et c'est notre responsabilité aujourd'hui. Merci. Monsieur le maire, sur une vallée comme celle, ou monsieur le président de la communauté de communes, dans une vallée comme celle de Chamonix-Mont-Blanc, quelles transitions vous avez vues et quelles innovations vous avez vues ces dernières années qui sont le fruit finalement du changement climatique ou de l'évolution de la manière dont on vit dans cette vallée ? Les impacts sont évidemment extrêmement importants. On en parlait il y a quelques instants avec les guides. Les impacts, on les connaît au quotidien maintenant. C'est un territoire qui est profondément bouleversé par cette rapidité de changement, qui impose évidemment des actions très fortes. Je rejoins ce que dit Madame la préfète, c'est que du coup, effectivement, si on a les solutions sur le plan, si on a une partie des solutions sur le plan technique ou sur le plan de l'innovation, il faut les accompagner sur le plan politique et social. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cela soit ressenti, on l'a vu sur nombre de sujets environnementaux, comme étant une simple contrainte, mais il faut arriver à trouver une manière de faire passer les choses. Et on a surtout un vrai problème, mais qui n'est pas propre à la vallée, qui est sur tous les terrains où on a des choix à faire qui sont en fait des concrétisations de connaissances scientifiques, c'est qu'on a vraiment de plus en plus de mal à les faire passer. Et ça, ça nous impose à nous, je pense, élus, un nouveau mode de réflexion et d'action
parce que c'est bien d'avoir les solutions, mais il faut qu'on arrive à les adapter. Alors ça passe par quoi ? On évoquait ce matin, et j'ai vu Thierry Lebel qui est dans la salle, le président de notre conseil scientifique, le raccourcissement de la séquence science, expertise, décision publique. Ça nécessite aussi d'avoir un positionnement qui est radicalement différent, je pense, en termes de pédagogie, effectivement, et de communication. Je pense que l'association minimale du monde de l'entreprise, des associations, pour ne pas dire la société civile, et du politique est absolument indispensable. On l'a testé ici il y a quelques années, d'abord sur un thème qui était, moi je me suis dit, ça va être très très tendu, et Madame la préfète en sait quelque chose, hein, c'est l'une des premières réunions sur lesquelles nous nous sommes vus ensemble, c'est la qualité de l'air. Qualité de l'air, il y a quelques années, quand on était vraiment au sommet de l'aspect de la crise de dégradation de qualité de l'air dans la vallée de l'Arve, moi j'ai réuni un petit groupe de travail, on était 15, 5 élus, 5 sociétés civiles et associations, et 5 représentants du monde économique. Je me suis dit, on va se faire trucider, parce qu'on va leur dire, voilà comment il va falloir qu'on évolue. Et en fait, on s'est mis très vite tous d'accord. Par contre, la capacité à partager, et je pense qu'on a effectivement, dans l'adaptation, on oublie trop souvent l'adaptation politique et sociale au système, parce que sinon on n'y arrivera pas. Moi j'entendais ce matin la manière dont nos parlementaires se sont un tout petit peu secoués en début de séance, alors que ceux en plus qui sont là, et je remercie en plus Virginie de nous avoir rejoints il y a quelques minutes, on sait votre engagement et votre détermination. Et si on ne veut pas remettre en cause notre modèle, qui est quand même le meilleur modèle possible, ce beau modèle français démocratique avec tout ce qu'on fait sur ces sujets-là, et qu'on veut réussir la transition, il va falloir qu'on se pose, notamment sur les briques locales, des sujets comme c'est quoi effectivement la manière d'emmener sur ces sujets-là. Moi, si je dis, le tourisme va évoluer dans la vallée, vous comprenez bien que sur une activité qui est à 70% orientée et liée très directement au tourisme, il faut qu'on emmène. Il ne faut pas que, brutalement, on dise ça va se passer comme ça. Il faut qu'on emmène, il faut qu'on explique. Et puis, il faut qu'on se donne un peu de temps et de projection. Et donc, notre travail, je comprends que ça crée des déceptions, mais c'est de trouver la bonne balance entre la temporalité qui nous semble socialement acceptable et l'efficacité qui est légitimement attendue du côté de celles et ceux qui connaissent la gravité de la situation. Alors oui, il y a des modèles, je pense, sur le plan, et je pense notamment aux modèles locaux, parce que le local se prête bien à ces échanges et finalement à se distancier un petit peu des querelles nationales, à retravailler sur des outils de gouvernance locale. Alors on a aussi, ici Vincent pourra peut-être en dire un mot, mais une chance extraordinaire, c'est qu'on travaille aussi beaucoup en transfrontalier. Et dans les aspects d'innovation et de partage, le transfrontalier est une chance extraordinaire parce que du coup, ça nous fait gommer, comme on n'a pas les mêmes situations exactement sur le plan politique et social, ça nous fait gommer ces aspérités et dire voilà, c'est quoi l'objectif, et ça entraîne beaucoup. Alors, on a cette chance aussi incroyable, et c'est vrai que habiter et être sur un site transfrontalier est une vraie opportunité pour améliorer encore, et presque toute la Haute-Savoie, parce que nous, c'est à proximité avec le Valais, mais vous avez avec Genève aussi beaucoup d'échanges et beaucoup de choses à faire. C'est ça, moi, je crois, les vraies pistes, c'est effectivement revoir un peu notre système qui doit être beaucoup moins vertical, beaucoup plus en transversalité, avec un rôle, en tout cas, je parle pour les élus locaux, un rôle d'animation de ces grands enjeux qui sont souvent assez mal compris et sur lesquels on l'a vu au fil de plein de sujets. C'était la même chose il y a quelques années avec le Covid, où on avait 60 millions d'experts en matière sanitaire. Là, sur la transition, il faut qu'on se dote d'une vraie capacité d'écriture de récits collectifs. Et c'est pour ça que je disais à quelques-uns de nos représentants de la presse qui étaient là, ce n'est pas l'antépénultième conférence sur le sujet du diagnostic et du réchauffement. C'est effectivement un lieu de solution dans l'expérimentation technique et dans l'innovation, mais également sur un volet social qu'il ne faut pas méconnaître. Merci, puisque vous me tendez la perche sur le côté transfrontalier. Il me semble que Sustainable Mountain Alliance est basé en Suisse, Anne-Cécile, et tout à fait. Que vous travaillez justement à cette idée de rapprocher la science du citoyen et la science du politique et du monde économique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est Sustainable Mountain Alliance et comment vous le faites, dans quel objectif ?
Alors, merci de nous donner la parole. Sustainable Mountain Alliance, c'est une association basée en Suisse, à Lausanne, qui s'inspire d'initiatives réussies dans le monde de l'océan, puisque j'ai aussi créé par ailleurs et auparavant Sustainable Marine Alliance. Et en fait, l'idée, c'est de réfléchir comment, en raisonnant écosystème, justement par vertical, on arrive à accélérer l'intégration de la durabilité sur certains éléments. J'avais constaté, en étant directrice de durabilité de The Ocean Race, qui est une course autour du monde à la voile avec étapes, à quel point il fallait en permanence réinventer la roue. Chaque acteur qui venait me voir avait exactement les mêmes problèmes. Et je me suis dit, on va créer une alliance pour créer une sorte de plateforme d'information de données en open source dont tout le monde peut s'appuyer. Donc on a créé par exemple un outil de bilan carbone utile pour la construction de bateaux que tout le monde peut utiliser. Et l'idée, c'est d'avoir le même moyen de mesurer les impacts, le même moyen de réduire, une vision commune, stratégique. Et l'idée, c'est de reproduire le système sur l'écosystème de la montagne. On parle de la science, essentielle, et on l'a vu ce matin à quel point on a besoin de mesurer, on a besoin de comprendre les enjeux. C'est un monde très fragmenté, qui résonne encore en silo. Et j'étais très heureuse d'entendre Heidi, on s'est revus à l'UNOC. Heidi est d'ailleurs membre du board de Sustainable Mountain Alliance, en disant le monde de l'océan s'est structuré, il faut qu'on apprenne de cette structuration pour dupliquer les partenariats publics-privés. Et je trouve qu'ici, c'en est un bon exemple, pour faire avancer la connaissance, mais surtout l'action. Et donc, on parle de From Science to Policy, From Science to Advocacy. Le nombre de discussions scientifiques que j'ai eues avec... je leur demande de me traduire ce qu'ils disent, parce que ce n'est que des acronymes. Le temps de la science n'est pas celui de le temps de l'action. Il faut vraiment agir sur ces sujets-là. Et donc l'idée de Mountain Alliance, c'est vraiment d'utiliser le mouvement sportif, les athlètes, les alpinistes, collecter des données, créer un consortium scientifique qui va permettre à tous les acteurs scientifiques de se parler, de remplir des bases de données uniques qui vont permettre d'avoir une cartographie, une meilleure compréhension. Je travaille par exemple sur un projet autour de eDNA, donc l'ADN environnemental, pour mieux comprendre la vie dans les glaciers. Et ensuite, aller directement renseigner les plateformes de réglementation. À l'image de ce qu'on a fait sur The Ocean Race, on a créé un programme scientifique, on a équipé les bateaux d'instruments qui permettaient d'aller collecter des données, la pollution plastique, le chlorophylle, la salinité, le CO2. Et en fait, ces données-là ont permis... Les bateaux vont dans des endroits où personne ne va. C'est aussi l'intérêt d'une donnée scientifique comme ça. De faire une cartographie mondiale de la pollution plastique, de montrer à quel point les politiques avaient besoin de s'emparer de ce sujet et d'aller jusqu'aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale à New York, militer pour la reconnaissance du droit de l'océan. Et ça marche, et ça fonctionne. Et ça peut être étonnant. On était le seul événement sportif dans les périmètres internationaux et les négociations internationales. Et en fait, il y a un vrai impact et un vrai sujet. Merci pour cet éclairage du monde de la mer qui peut aussi nourrir les réflexions à la montagne. Vincent, monsieur le maire, disait que peut-être le rôle des élus locaux aujourd'hui était un rôle d'animation de l'ensemble d'un écosystème. Vous avez lancé, vous, une plateforme participative pour essayer de penser la montagne en 2030. L'idée est de donner la parole à la société civile. J'ai vu que vous aviez pris vos petites notes. Les chiffres sont assez impressionnants. C'était pour être sûr d'avoir les bons. Est-ce que vous pouvez nous partager l'ambition de cette consultation publique, peut-être sa méthodologie pour nous dire tout ce qu'elle a de bien et tout ce que vous pensez qu'elle pourra ajouter demain, et aussi quels sont les principaux résultats de cette consultation lancée par Mountain Wilderness que vous représentez aujourd'hui? Alors déjà, ça pourrait être une très longue histoire, parce que cette envie qu'on a, et c'est presque dans l'ADN de Mountain Wilderness, de faire participer le maximum de gens à ces enjeux sociétaux. Parce que globalement, je suis membre de la commission UTN de Massif, qui s'appelle Espace et Urbanisme maintenant, depuis 1997 ou 18, ça commence à dater un tout petit peu. Et on recevait le dossier, on donnait un avis entre spécialistes du tourisme, avec deux écolos barbus qui disaient oui, mais là quand même il y a un petit souci, même sur un dossier sur lequel on était d'accord. Mais finalement, l'association du public, à part l'enquête publique dans laquelle il faut savoir que c'est à telle heure, à tel moment, etc., pas trop. Et c'était tout le temps, alors que les effets du suréquipement, de la nécessité de préserver cette richesse qu'est la montagne, etc., étaient de plus en plus criantes.
on n'avait pas cette réflexion, on n'avait pas ce partage. Et donc on a lancé l'appel pour nos montagnes, tu l'avais signé à l'époque, on avait fait même un petit film qui était, si je résumais avec mes mots à moi, mais moins de béton, plus d'intelligence collective, plus d'humain. Et ça a conduit à tout un tas de travaux, dont les états généraux de la transition du tourisme en montagne, hein, qui a territorialisé le problème et qui a fait en sorte que tous les acteurs soient intégrés. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que c'était franchement la première fois. 39 territoires de montagne qui étaient reliés, alors merci Zoom, mais c'est grâce aussi à ça, ça a été fait pendant la période Covid, mais 39 territoires de montagne qui travaillent ensemble avec comment dire, un substrat initial, des points de départ et des constats initiaux partagés, travailler au devenir d'eux. Et là, il s'est passé quand même un peu, alors je le dis tranquillement aussi, mais les JO qui nous ont été, je dis aussi tranquillement imposés, et je le dis en tant que membre de la commission permanente du comité de massif. C'est quand même l'instance qui a été créée par la loi Montagne pour travailler ensemble aux grandes stratégies, aux grandes orientations, dans lesquelles région, État et régions, parce qu'il y a PACA et Auvergne-Rhône-Alpes, et l'État travaillent avec l'ensemble des acteurs, et là on revient encore avec l'importance de le faire tous ensemble, à la grande stratégie à mettre en œuvre. Et là, on nous débarque les Jeux Olympiques sans qu'il y ait même eu d'information. Et on s'est dit, avec tout ce qu'on subit comme transition, parce que ça a été dit ce matin par tous les intervenants, et je le répète, c'est pas pour demain, c'est pas pour 2050, c'est pas pour 2100, c'est aujourd'hui, tout de suite, maintenant, hier même, hein, Blatten, la Bérarde, on aurait pu parler d'Alex, etc., etc. Les routes qui sont coupées en Maurienne, en Tarentaise, et les refuges qui ferment, et les accès dans des parcs nationaux qui sont... Bon, c'est tout de suite et maintenant. Et on se dit, on se projette à 2030 pour donner de l'espoir, de l'envie, etc., pour continuer sur le modèle 21e siècle, ski, les fameux grands les grands événements sportifs internationaux. Et on se dit, pas de concertation, pas de consultation. Mais qu'est-ce que voudraient les gens habitant les territoires, fréquentant ces territoires, pour demain? Et on a dit, on va le lancer. Alors nous, on n'est pas capable techniquement de faire ça. On est passé par mec.org, qui nous semble être quelque chose de solide, pour interroger le maximum de gens possible sur c'est quoi la montagne pour vous demain, qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce qui vous fait rêver, parce que ça a été dit aussi, l'écologie punitive, ça suffit, mais c'est pas ça dont on veut. Il faut que dans un cadre contraint qui est celui qui nous est imposé, qu'on a contribué à construire d'ailleurs, de changement climatique très fort et de questionnement sur l'habitabilité et de mobilité interne au massif, qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, parce que c'est ça l'idée, qu'est-ce qu'on a envie de faire pour demain. Et donc on a lancé ça. Il y a eu, et mon heure d'ici est éteinte, donc les chiffres je les aurai pas, mais 25 000 participants, je crois, qui ont proposé 2400 ou 2500 solutions, qui ont été donc mises au débat. Et c'est là que ça devient intéressant. Monsieur, madame lambda, moi éventuellement, une association qui se faisait labelliser, il serait bon de travailler sur ces éléments-là. Et on peut voter. Plus de 435 000 votes. Et donc il y a des trucs qui emportent l'adhésion immédiatement, il y en a qui sont rejetés immédiatement, mais il y en a plein qui font débat. Et donc le système permet de les mettre en avant pour dire « Eh oui, mais là, regardez, personne n'est d'accord, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?» Et au final, on en arrive à des enjeux de sensibilisation, à des enjeux d'arrêter la construction, à des enjeux de vivre au pays, quelque part, hein, la montagne à vivre pour demain, dans des enjeux de changement climatique. C'est pas du tout parfait, il faut être clair. Quand on regarde la distribution des participants, hommes-femmes, ça va à peu près, mais par contre, les jeunes sont absents. Ou pas absent, mais très moins bien représenté. Évidemment qu'on a énormément de plus 3, mais on va faire le tour là dans la salle. Voilà aussi qui sont intéressés par ce type de sujet. Donc oui, on pourrait faire plus large, mais quand même, ça montre une appétence très forte sur la construction collective, dans le cadre qui nous est contraint et avec l'envie de faire, et l'envie de faire dans un espace qui est quelque chose de merveilleux et dont on a une chance extraordinaire, il faut se le rappeler à chaque fois. Qu'il est celui-là et que ski ou pas ski, enfin je le dis bien, la question c'est pas pourra-t-on skier à Noël, c'est pourra-t-on habiter et pour quelle valeur et pour quel sens, et c'est finalement ça que ça permet de retranscrire cette appétence et cette envie, c'est pas un sondage mais cette expérience en tout cas. Merci, on mettra à disposition l'ensemble de la synthèse de votre expérience directement sur les réseaux de montagne durable. Et si je peux me permettre une microseconde par rapport aux besoins de faire ensemble, j'ai cité les états généraux de la transition du tourisme en montagne, où il y a eu évidemment, que ce soit dans le Gifre ou dans le Mont Blanc, des étapes. Et ça a conduit vraiment à des méthodes de participation inédites. Décision de la réunion qui s'est tenue ici, c'est le SCOT est en train de se mettre en place, il faut qu'on aille le voir. Du coup, on a demandé aux élus d'être reçus et on est allé en délégation avec le réseau des entreprises de la vallée, les agriculteurs, les collectifs locaux et les associations. Et on a discuté et on a dit l'intérêt de tous, en fait on est dans le même bateau.
Et il faut qu'on travaille ensemble. Ça a conduit à ce que, après plusieurs années des discussions, des allers-retours, etc., que malgré tout, le comité local de développement et des transitions soit mis en place avec l'ensemble des acteurs, que ce soit sur le périmètre du SCOT, que ce soit le décolletage, le tourisme, la compagnie du Mont Blanc, etc., etc. Et il y a un travail, une réflexion collective qui est en cours, encadrée par le CEREMA, la Fabrique des transitions. Donc, il faut se donner les moyens, mais les gens répondent parce qu'il y a une envie. C'est notre avenir qu'on fabrique tous ensemble. Et c'est pas parce qu'on est écolo représentatif d'une association agréée qu'on a plus notre mot à dire que le représentant de l'entreprise. Et c'est vraiment important d'avoir ces espaces d'échange pour qu'on se comprenne et qu'on puisse, mais dans un cadre défini, quoi. Merci Vincent de m'avoir parlé des représentants d'entreprise. Ça fait le lien avec Romain Millet. Merci Romain d'être là. Vous êtes à la fois le vice-président du cluster Outdoor Sport Valley, vous nous expliquerez en un mot ce que c'est, et directeur général de Millet Mountain Group. Mais puisqu'on est à Chamonix-Mont-Blanc, je crois que vous avez avec votre groupe aussi un attachement particulier à Chamonix. On est d'ailleurs très content de vous recevoir aujourd'hui en ce sens. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc en effet, nous, j'ai la chance de diriger un groupe familial. Je suis la 4e génération d'une entreprise qui a été fondée il y a 100 ans et dont le développement est très lié à Chamonix, puisque à partir de l'après-guerre, nous avons accompagné un certain nombre de Chamoniards et encore aujourd'hui, nous sommes très présents ici au travers d'échanges avec la mairie, bien sûr, du partenariat depuis plus de 15 ans avec les guides et un certain nombre de refuges et d'athlètes ici. Donc on constate, nous, ce qui se passe également, vous l'évoquiez tout à l'heure, nous-mêmes, on voit la même chose. En tant qu'entreprise familiale par ailleurs, on est obsédé, et je le dis vraiment avec ce terme-là, par la pérennité de notre entreprise. Moi, je suis donc la 4e génération. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on va faire vivre une mission qui est de permettre à chacune et chacun d'entre vous de vivre un rêve en montagne. C'est ça notre mission depuis 100 ans, c'est celle que l'on souhaiterait continuer à accomplir pendant 100 ans. Et ça passe par une chose qui est l'adaptation, une adaptation au réchauffement climatique, on en a parlé tout à l'heure, mais n'oublions pas aussi une adaptation aux futures demandes, aux futurs consommateurs, ce n'est pas les mêmes. Nous, on a la chance d'être présents dans un certain nombre de pays. On voit émerger des classes moyennes. Il n'y a pas que Chamonix, il y en a dans plein d'autres endroits, avec donc des demandes très différentes. Et on se bat pour une chose. Nous, notre concurrent, c'est le canapé. Le canapé et le téléphone. Et de mettre des gens dehors et de continuer à pouvoir les mettre dehors. On a eu la chance de sponsoriser il y a très longtemps Gaston Rebuffa. On est tous conscients du nombre de courses qui aujourd'hui ne sont plus possibles. Voilà. Donc, moi, j'ai la chance de vivre dans ce monde-là. Je suis dans une entreprise textile, donc certains d'entre vous pourraient nous voir comme un problème. On a plutôt tendance à essayer d'être une solution. Et donc d'être dans une logique aujourd'hui de trouver des opportunités par l'innovation pour pouvoir résoudre une partie des problèmes qui font face à nous, pour nous adapter. Je voudrais insister sur un dernier point, qui est que notre entreprise aujourd'hui est moins... On se focalise beaucoup moins sur la performance de notre entreprise que sur sa robustesse. C'est beaucoup dans l'air du temps, j'insiste là-dessus, je crois que c'est assez fondamental. Vous parliez de récits imaginaires tout à l'heure. On réfléchit dans notre entreprise à différents scénarios. Donc on a fait des récits imaginaires. Aujourd'hui, on pose un plan stratégique qui n'est pas d'essayer de trouver à la virgule près sur Excel l'indicateur de cash flow qui nous amènera beaucoup plus loin. Pas du tout. Notre enjeu, c'est d'essayer de voir les différents scénarios qui vont s'offrir à nous dans un monde qui est très incertain. Vous avez cité un certain nombre de catastrophes tout à l'heure. Je pense que personne n'aurait pu les prévoir et ça va continuer. Donc nos modèles d'entreprise, c'est d'essayer de voir ces récits imaginaires, de pouvoir essayer de trouver différents types d'adaptations. Si j'ai le temps, je vous en citerai 2-3. Les grands défis qui se posent à vous d'un point de vue économique, c'est notamment le fait que 95% des matériaux que vous utilisez sont issus d'énergie fossile. C'est pas rien. Quand on se pose la question comme ça, dans un monde dont on sait qu'il est fini, et qu'on pense à 2030, 40, quelles sont les pistes ? Oui, on a plusieurs initiatives. Alors ça me permet peut-être de vous parler de l'OSV à ce moment-là. Donc j'ai la chance aussi d'être vice-président de cette association qui regroupe à peu près 500 membres, 200 marques, qui est un cluster, qui est un bel exemple, je crois, de travaux et d'interactions publiques-privées, puisque les financements sont à la fois publics et privés, c'est à peu près à l'équilibre. Ces financements. Et au travers de l'OSV, alors il y a un certain nombre d'activités dans cette association, mais une que je trouve intéressante et qui répond à votre question, qui est d'essayer de trouver sur notre territoire des substituts à des matières que nous n'aurons plus demain. Alors c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, puisque nous on doit aussi garantir la sécurité des gens en montagne quand
nos athlètes vont dans les Joras en hiver pendant 4 jours, il y a un moment, il faut quand même garantir leur sécurité. Donc il faudra trouver des substituts de matière qui, cependant, garantiront cette sécurité. L'OSV nous permet ça. On a une initiative en ce moment qui cherche à trouver dans ce territoire, dans les Aravis et ici dans ce massif, des matières végétales ou animales qui pourraient nous permettre de faire des produits pour demain. Je peux en citer un. Avec la COP de Thônes, on a récupéré du petit lait pour faire des semelles de chaussures. Voilà. Est-ce qu'on sera capable de l'industrialiser? Je ne sais pas, j'aimerais vous dire oui, mais j'en suis pas certain. Mais ce dont je suis certain, c'est que ce type d'initiatives serviront demain des marques comme nous à continuer à faire vivre nos missions. C'est pas seulement l'enjeu de recherche de matériaux, c'est aussi la capacité sur le territoire à peut-être... si on était politique, on dirait reterritorialiser ou en tout cas relocaliser certaines expertises. C'est quelque chose auquel vous pensez quand vous n'arrivez pas à trouver des solutions d'un point de vue économique dans un monde dont les frontières se ferment peut-être de plus en plus en ce moment? Alors nous, on a la chance d'être toujours industriel. Au début des années 2000, c'était quasiment un gros mot pour une entreprise d'être industrielle, d'avoir une usine. Enfin, c'est triste, mais je ne citerai pas ceux qui parlaient de l'entreprise sans usine. Mais nous, on a conservé des usines. On a des usines en Europe. Et je pense que le fait d'être industriel est un élément fondamental de cette chaîne. Il y a un moment, il faut quand même être un peu verticaux. Pour ce faire, je ne crois pas non plus, alors peut-être que je vais casser les mythes, mais je le dis, la relocalisation, excusez-moi, c'est pas le bon terme, je ne crois pas. Et forcer les entreprises à relocaliser, je ne crois pas que ce soit une solution. C'est pas comme ça que ça va marcher, quoi. C'est jamais par la contrainte qu'on y arrive. Et je crois, d'ailleurs, l'interaction que vous évoquez tout à l'heure est un bon exemple. Nous, on cherche à innover. Et donc, on a récemment réfléchi à des chaussures. On voulait trouver des spécificités de l'innovation sur une chaussure. Le problème d'une chaussure, c'est qu'il y a plein de coutures. Enfin, j'espère que vous en avez tous au pied, a priori. Et de facto, on ne trouvait pas de solution en Asie, chez ces fameux fournisseurs chez qui nous étions allés en 2000. Donc, on a commencé à réfléchir avec un sous-traitant qui s'appelle Chamatex, dont nous sommes assez proches, qui est en Ardèche. Et on est devenu actionnaire avec d'autres marques, Salomon, Babola, d'une usine qu'on a fait sortir de terre au début en 2020. Pour pouvoir faire des chaussures qu'on trouve nulle part ailleurs parce qu'on ne trouvait pas ces savoir-faire. Je prends cet exemple, mais on essaye de les multiplier sur d'autres catégories de produits, du textile ou du sac à dos. Mais encore une fois, dans une logique d'essayer d'amener à la demande de demain des produits qui répondent de mieux en mieux, et pas dans une logique contrainte il faut absolument relocaliser parce que ça, c'est pas possible. Et je finis là-dessus, mais je pense que c'est important parce que nous avons un certain nombre d'élus. On a besoin là aussi d'être tous ensemble dans ce type d'initiative et notamment pour valoriser ces métiers industriels. Je pense qu'il est important, l'éducation est fondamentale dans ce monde-là et il faut qu'on valorise ces métiers. Ce sont des beaux métiers et ça prend du temps, mais n'oublions pas d'éduquer. Merci Madame la Préfète. En termes d'innovation portée par l'État, dont vous êtes la représentante ici aujourd'hui, quelles sont les grandes pistes d'innovation auxquelles vous travaillez? On en a un exemple événementiel aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres innovations que vous voulez partager et que l'adaptation justement incarne? Alors, il y a toutes les innovations que je salue à nouveau, qui sont celles de l'innovation des territoires, de parvenir à travailler ensemble. Vous citiez le PPA, Monsieur le maire. Eh bien, c'est de cette intelligence collective qu'est né quelque chose en Haute-Savoie qui est le fonds Air Bois pour de l'énergie. Eh bien, ce fonds qui a été créé dans le cadre de ce qui était une gouvernance innovante, celle du PPA, eh bien, ce fonds, il était innovant, il a été ensuite étendu à l'échelle nationale. Donc, encore une fois, c'est dans cette intelligence des territoires qu'on a la possibilité d'inventer des dispositifs. Après, je ne vais pas vous décliner l'ensemble de ce que l'État fait à travers France 2030, par exemple, directement auprès des entreprises pour soutenir l'innovation par des financements dédiés à travers d'appels à projets. Il y a plusieurs grandes thématiques. Encore une fois, ça nous amène très loin de la montagne. Mais en effet, il y a eu cette volonté du gouvernement, soutenue par les parlementaires, de donner à la France les moyens d'innover pour être des leaders mondiaux. Voilà. Au niveau local, nous accompagnons aussi, il y a là aussi des dispositifs plutôt tournés autour des territoires, portés beaucoup par les collectivités locales, territoires d'industrie par exemple. Et puis, il y a quelque chose qui n'est peut-être
pas si innovants, au sens où j'ai pas d'effet waouh sur les chaussures, mais qui sont aussi une façon de soutenir l'innovation future. C'est tout l'investissement dans l'éducation et la formation. Nous avions ce matin dans une salle à côté des jeunes qui réfléchissaient. Une façon pour l'État d'investir, c'est tout ce qu'il met dans l'éducation des jeunes et puis tout au long de la vie de la formation. Parce que l'innovation, elle est dans notre capital humain, au-delà de notre façon de travailler ensemble. Et sur ça, la France se donne les moyens de faire et d'accompagner. Et j'étais cette semaine, pas très loin, un tout petit peu plus bas, chez Somfy, qui accueillait des élèves de seconde. Je ne peux qu'encourager tout le monde à prendre des élèves de seconde parce qu'on les prépare au monde professionnel de demain, on les aide à réfléchir sur ce qu'ils ont envie de faire et puis ce qu'ils n'ont pas envie de faire, et ça aide aussi de savoir ce qu'on n'a pas envie de faire. J'espère que quand ils repartent de chez Millet, si vous prenez des élèves de seconde, ils ont envie de rester. Ce n'est pas toujours le cas des stagiaires qui ont choisi l'administration, j'en suis navrée pour nous, mais on essaie d'être attractif aussi. C'est là aussi une forme d'innovation. Un jour, on a dit qu'il fallait imposer les stages de seconde. En soi, ce n'est pas une forme très innovante, mais c'est un investissement d'avenir et dans notre façon de préparer aussi nos territoires au plus près de ceux qui en ont besoin, nos jeunes, et ainsi de leur donner envie de travailler chez nous, de travailler dans nos entreprises françaises, le tout avec la conscience de venir d'un monde qui change et dans une conscience qu'il faut accompagner une nécessaire transition écologique. Et ça, c'est notre devoir aussi à nous, de préparer l'innovation, de préparer les esprits, chacun dans notre rôle, les associations, les ONG, les élus et évidemment les services de l'État. Merci. Anne-Cécile, depuis que vous avez mis un pied dans le monde de la montagne, et c'est devenu, je crois, pas qu'un lieu de vie, mais aussi une passion, il y a des choses qui vous surprennent, des innovations que vous êtes arrivé à mettre en place dans le monde de la mer qui vont plus vite, moins vite. C'est quoi le constat quelques années après avoir lancé cette plateforme qui essaie de rassembler toutes les parties prenantes ? En fait, j'ai l'impression de repartir au démarrage, au moment où j'étais en train de monter le programme scientifique, où il a fallu traduire la science en un langage compréhensible, monter un budget, aller voir des sociétés pour faire financer le projet. La science, à l'époque, Sciences de l'Océan n'était pas capable de me monter un budget, je l'ai fait moi-même. Et il a fallu construire étape après étape, contrainte après contrainte, l'ensemble de ce programme. Et Dieu sait si les discussions n'ont pas été toujours simples. Pour des marins qui coupent les brosses à dents pour gagner du poids, de leur dire qu'ils allaient embarquer 35 kilos d'équipement scientifique et qu'ils n'étaient pas tous dans la course à devoir le faire parce que je n'avais pas les moyens d'avoir 6 équipements scientifiques. Et en fait, en montagne, je commence à monter ce genre de programme et on repart en fait sur les contraintes, comment on va capturer de l'e-DNA en haute montagne, quel est le poids, quel est le circuit, est-ce qu'il faut garder le circuit du froid ou pas. Un autre projet qui est hyper intéressant avec les étudiants de l'EPFL, c'est les PFAS, les polluants éternels. Ça fait 15 ans que je travaille dans la conservation. J'ai découvert il y a quelques mois que les farts sous mes skis étaient polluants. Et donc, derrière, tout se met en marche en disant, mais en fait, on n'est pas tous au courant. Je sais que Chamonix a mis en œuvre des politiques. La Fédération internationale de ski a interdit le fluor dans les farts qui contaminent. Et pourquoi ne pas engager les athlètes de haut niveau à ne pas utiliser des fards fluorés, à sensibiliser les autres à le faire, et ensuite on descend toute la chaîne d'engagement pour que dans les stations, si les règles interdisent aussi aux magasins d'utiliser des fards fluorés, on puisse être capable de protéger notre écosystème et puis de le contrôler aussi avec la science, puisque maintenant on peut aller mesurer est-ce qu'il y a des PFAS sur les glaces, dans l'écosystème, même sous la glace qui est en train de fondre et qui découvre une biodiversité incroyable qui mérite d'être préservée aussi. Donc en fait, je pense que le monde de l'océan, et Aldi le disait,
a réussi à se structurer, à se financer, à avoir un lien jusqu'à... je me souviens, c'était impossible de faire parler de l'océan à une discussion de climat. Il n'y avait pas de compréhension de pourquoi on parle océan et climat. Maintenant, ça y est, on commence à mieux comprendre les liens. Je suis assez étonnée de voir qu'on ne parle pas beaucoup de biodiversité, malgré tout. La biodiversité, elle est au cœur du sujet. Elle est au cœur du sujet climat, elle est au cœur de la mobilité, elle est au cœur de la transition énergétique. Parlons-en, mesurons-la. Je dirige une société qui a créé un outil de mesure de la biodiversité. Utilisons ces outils de mesure et toutes ces innovations qui existent dans l'écosystème de la montagne, parce qu'on n'a pas le temps. Maintenant, il faut y aller, quoi. Merci. Vincent, en un mot, parce que ça y est, on est complètement en retard. On a été meilleurs ce matin. En termes d'innovation, d'adaptation, vous avez donné la parole aux citoyens. La prochaine étape, si on vous donne une baguette magique, c'est quoi ? La prochaine baguette magique, je ne l'ai pas, mais c'est vraiment de s'y mettre dans la cohérence. Je veux dire, à un moment donné, j'ai parlé des cadres, on en a parlé ce matin. Il y a un moment donné, il faut que toute l'action, elle aille dans ce sens-là. Je vais donner un exemple. Là, il y a un gros projet de téléphérique dans une autre vallée, un autre département, qui menace les glaciers, sur lequel on a réussi à ce que les services de l'État, à travers la NCT, engagent une mission de concertation avec l'ensemble des acteurs. Pour définir, non pas oui ou non au téléphérique, mais un travail sur l'avenir du territoire dans son ensemble, qui permette de définir un avenir vivable, y compris économiquement, un projet économique pour le territoire, dans le cadre de la stratégie nationale de protection des glaciers voulue suite au One Planet Polar Summit. Et tout le monde est d'accord, on travaille, c'est un peu dans l'optique de ce qui s'était fait avec Avenir Montagne Ingénierie, mais derrière, on n'obtient pas la garantie que les travaux ne commencent pas pendant la concertation. Alors que justement, c'est un espace où on pourrait imaginer d'autres modalités de découverte de la montagne que juste je monte, je descends, je monte, je descends. On en est là de faire des tas de trucs bien de la main gauche en refusant d'arrêter ce qu'on faisait de la main droite. Il y a un vrai travail nécessaire, et si on pouvait avoir, c'est vraiment cette cohérence et la prise ensemble du grand dessin quand on travaille sur ces enjeux-là, ce serait déjà une vraie belle avancée, je crois. Merci, monsieur le maire. Le mot de la fin. La montagne est une terre d'innovation. C'est pas nouveau, ça a toujours été. Alors pourquoi l'est-elle ? Et c'est finalement peut-être l'un des points très positifs. Quand il y a une crise, il y a aussi des aspects positifs à la crise. Ça doit nous conduire, et on a là aussi un écosystème économique qui est particulièrement intéressant sur ce sujet-là, à développer des solutions nouvelles. Et nos secteurs, nos stations, nos sites montagnards peuvent du coup être des vrais lieux d'expérimentation. Quand on parlait ce matin de labo, c'est pas seulement labo dans la difficulté ou dans les problèmes, c'est aussi labo dans les bonnes solutions. Je me retourne effectivement vers Romain Millet parce que je sais à quel point, par exemple, le textile peut être innovant. Et comment vous pouvez être différenciant sur ces points-là par rapport à ce qui se fait en low cost. Anne-Cécile évoquait les PFAS. Les PFAS, vous ne le savez pas, mais si vous achetez du textile low cost, vous le mettez à la machine à laver, au premier lavage, vous envoyez vos PFAS, donc polluants éternels, dans nos rivières directement. Je pense que quand on a des boîtes comme Millet ou comme d'autres, je ne vais pas faire une pub simplement pour Millet, mais enfin, voilà, c'est typiquement les facteurs différenciants sur lesquels on peut intervenir. Et nous, la proposition qu'on fait, on va essayer de développer un lieu qui ne sera pas sur Chamonix, qui sera sur la communauté de communes à Servoz, d'accueil justement sur ces aspects innovants. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y en a plein qui viennent expérimenter, souvent sans qu'on le sache. On a plein de boîtes qui viennent expérimenter à l'Aiguille du Midi, les conditions en très haute altitude, comment est-ce que ça se passe, parce qu'après on peut les dupliquer. On a l'école militaire de haute montagne, le colonel Dubois est dans la salle, qui, avec ses équipes, teste des choses en milieu hostile et en conditions extrêmes. Donc tout ça, on peut arriver à mettre de la structuration publique pour dire, bah tiens, c'est super, vous pouvez être moniteur de ski, vous pouvez être guide, ça n'empêche pas d'être ingénieur, n'est-ce pas, notre cher président du syndicat ? Et ben voilà, c'est bien de faire les deux, et c'est bien d'avoir des gens qui savent profiter de cette pleine nature, mais aussi diversifier les profils, parce que si on veut demain avoir une activité, une pluri-activité, une diversification de cette activité, en tout cas, nous on est très très volontaires pour aller dans ce sens et dans cette direction, ça fait partie des orientations vraiment très prioritaires de notre communauté de communes. On avait plein de choses à se dire, on n'a plus de temps, il va falloir qu'on continue la conversation. Merci beaucoup pour votre contribution.